Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 258 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, match 2 des finales NBA. Bon, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien, j'espère que cet écart de 3 jours entre les matchs ne vous perturbe pas trop. Moi ça va, moi ça me donne le temps de créer un peu de contenu, donc c'est très bien, il n'y a pas de rush. Allez voir ça sur la chaîne YouTube si ça vous dit, plein de décortiquage vidéo. Mais bref, aujourd'hui, podcast, React, match 2, finale NBA, on y va. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, des petites étoiles sur iTunes ou Spotify, des likes sur YouTube ou un abonnement sur vos plateformes de podcast préférées. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler de ce match 2 des finales NBA entre Dallas et Boston. Bienvenue dans le Basket Lab. Bon, alors, Boston remporte le match 2. Dallas donc menait 2-0 par les Celtics. Et je pense qu'on peut commencer par là, mais je pense que Dallas a un peu grillé une cartouche, une excellente cartouche. En tout cas, manqué un peu une occasion en or, dans le sens où... Enfin, oui et non. Il y a un peu un sens puis l'autre. Je pense qu'ils ont grillé un peu une bonne opportunité en or parce que Boston a shooté à 24% à 3 points sur ce match-là. Or, on connaît Boston, on sait que les Celtics ne shooteront pas aussi mal sur d'autres matchs de la série. En tout cas, ça peut arriver, effectivement, mais on est plutôt sur une anomalie statistique et sur un côté, voilà, un peu trou d'air à 3 points. Ça peut arriver, certes, mais ben voilà, c'est d'autant plus rageant lorsque tu n'es pas capable de punir Boston ou de saisir l'opportunité de prendre le match où il y a ce trou d'air à 3 points. C'est en ce sens-là que moi je trouve ça un peu dommage, un peu rageant peut-être pour les fans des Mavs, c'est de se dire que les Celtics ont shooté extrêmement mal selon leurs standards à 3 points et pourtant tu ne gagnes pas le match. Et en même temps, de l'autre côté, là où on peut dire que c'est pas non plus totalement une occasion en or qui a été manquée, c'est que Dallas n'a pas été très bon pour le coup. Je trouve qu'en attaque, notamment la deuxième mi-temps, ça a manqué beaucoup de créativité. On réclamait un peu de niveau ajustement, on réclamait un peu de pas mal d'ajustements en termes de quel set on peut faire, comment est-ce qu'on peut attaquer un peu plus le pick and roll avec le jeu des match-up défensifs et la manière dont Boston essaye un peu de dicter ce pick and roll défensif, etc. Mais même au-delà de l'attaque qui n'a pas été bonne et qui a un peu surnagé par une surréussite en début de match de la part des stars notamment, ou alors quelques actions un peu comme disait Joe Mazzulla, il disait premier quart-temps on a un peu pris cher, mais parce qu'il y a un 3 points de PJ Washington qui met pas tout le temps, il y a une faute sur un 3 points de Josh Green au buzzer, il y a ci, il y a ça, il y a des épiphénomènes, mais voilà. Et c'est vrai que globalement, donc pour revenir à ça, là où c'est pas totalement une occasion manquée, je trouve, de la part de Dallas, c'est que certes il y a ce côté Boston a mal shooté à 3 points, t'aurais pu en tirer profit. Mais de l'autre côté, vu que toi, tu as été assez mauvais et en attaque et en défense, donc surtout, c'est là-dessus que tu peux t'en vouloir, quoi. Parce que, pour le coup, j'ai vraiment trouvé Dallas assez mauvais. Enfin, assez décevant. Et notamment, donc, défensivement, avec pas mal d'erreurs, que j'appelle un peu des erreurs évitables. Et je pense que la meilleure illustration de ça, pour montrer à quel point est-ce que il y a eu pas mal d'erreurs évitables et de points un peu faciles concédés à Boston, et qu'il n'y avait pas besoin, c'est que si on regarde strictement la bataille sur demi-terrain, Dallas a gagné la bataille de demi-terrain. Dallas a quasiment mis sur du jeu posé, jeu de demi-terrain, quasiment 97 points par 100 possessions jouées sur possession de demi-terrain, contre à peine 93 pour Boston. Donc, pour le coup, en prenant en compte le manque d'efficacité à 3 points de Boston, d'ailleurs, pareil pour Dallas, qui a été encore une fois famélique à 3 points, mais restons sur la défense, Dallas a gagné le jeu de demi-terrain, pour le coup, mais pourquoi ils perdent ? Parce qu'il y a beaucoup trop d'erreurs de transition, des replis qui sont pas bons, des opportunités, voilà, c'est pas normal, quoi. Juste ça revient pas à temps, juste ça revient pas assez vite, ou ça bouge pas les bons angles, donc pas mal d'occasions un peu faciles en transition, et je parle pas que des transitions de genre je fais une perte de balle, et donc je suis en retard pour le repli. Non, c'est pas ça, il y en a eu, ok. Mais il y a aussi des fois où ça remontait la balle après un rebond, ou alors même après un panier. Et voilà, le Boston accéléré et trouvait assez vite la faille.
Voilà, ça c'est un peu ce que j'appelle des erreurs évitables où on peut resserrer les vis. Et puis donc pareil pour les rebonds, où je trouve que le rebond offensif a fait beaucoup de mal, vraiment beaucoup de mal à cette défense de Dallas, qui par ailleurs donc a été pas mal. Mais voilà, quand tu donnes une deuxième chance à une équipe comme ça, bon ben voilà, dans les stats de demi-terrain, la possession au niveau statistique, ça s'arrête à partir du moment où le tir est pris et qu'il y a un rebond. Et après, on bascule dans tout ce qui est ce qu'on appelle la catégorie putback, donc rebond offensif. Donc c'est comme ça qu'on a pas mal de deuxième chances, de points faciles qui viennent sur une deuxième opportunité sur la même possession, qui en fait ne sont pas comptabilisés sur le demi-terrain en soi. Mais pour le coup, oui, on a eu pas mal de rebonds offensifs et d'attaque du rebond offensif avec du Jrue Holiday, avec des mecs comme ça, et pas mal de deuxième chances. Et donc c'est pour ça que, pour le coup, si on regarde précisément la bataille de demi-terrain, bah, finalement Dallas s'en sort pas trop mal, même plutôt bien, mais trop de points faciles concédés ailleurs. La transition, c'est pas normal, faut resserrer un peu les vis. Le rebond aussi, je trouve qu'il y aurait moyen de faire mieux, sans doute, même si Dallas n'est pas par nature une excellente défense du rebond non plus, on est d'accord. Surtout d'ailleurs avec des line-up un peu petits quand ça passe avec Maxi Kleber en poste 5 ou des trucs comme ça, ou alors quand tu fais un switch et que l'intérieur qui est bon au rebond, évidemment, se retrouve dans le périmètre parce qu'il y a switch. Ok, bref, quelles que soient les raisons, de facto, restons sur ça, on a une attaque de Boston qui a fait mal, notamment grâce à ses rebonds, grâce à cette transition. Et puis même là où je disais aussi la défense de Dallas qui a été assez mauvaise, même sur du demi-terrain, je trouve qu'il y avait un peu notamment la gestion des cuts qui a été pas très bon, le mouvement de balle. Alors c'est là où il faut séparer un peu le côté attaque de Boston et maîtrise de Boston et ce que Boston fait concrètement. Donc tout ce qui est spacing, drive and kick, etc. Ça on va y arriver. Donc Boston pose des problèmes. Mais moi, c'est pas ces points-là et ces situations-là qui, je trouve, sont dommages. Ça, c'est ce que Boston fait, c'est normal. Boston a le droit de faire des trucs. Ce que je trouve dommage, c'est l'autre aspect où, donc, comme dit, il y a des points un peu faciles. Transition, rebond, les cuts, où c'est pas bien géré en termes de défense off-ball, etc., etc. Donc, on a un peu ces deux aspects-là où, déjà que Boston est bon et déjà que Boston te pose des problèmes avec ce spacing, si en plus tu les laisses un peu grappiller des points à droite à gauche, oui, c'est un peu dommage. Donc voilà, c'est un peu cet aspect où j'ai été un peu déçu de la part de Boston. Et au final, bon, à quel point aussi est-ce que ce defensive rating assez bas, notamment sur demi-terrain, à quel point est-ce que, ne serait-ce qu'avec une réussite à 3 points qui aurait été normale, on n'aurait pas eu un chiffre beaucoup plus haut, peut-être, sans doute. Mais voilà, je pense que s'il y a un truc où on peut se mordre les doigts, à mon avis, c'est là-dessus. Et puis, c'est vrai que tout de même, pour rester un peu de ce côté-là du terrain, l'attaque de Boston, quels ont été un peu les grands points de ce match 2 ? Bon, le classique, le spacing, qui forcément, quand tu mets autant d'espace, ça fait que nous avons des grands espaces dans lesquels la défense de Dallas, qui elle est une défense plutôt proactive, c'est compliqué de gérer. C'est forcément beaucoup plus compliqué de gérer tout cet espace. Et quand tu fais une rotation au panier, ça laisse un shooter grand ouvert, ou plusieurs d'ailleurs. Donc c'est un peu ça le problème. Donc ce spacing, qui continue d'être un élément clé anti-défense de Dallas, qui aime bien justement abandonner des shooters d'habitude. Donc ça, c'est l'antidote parfait. Ça fait qu'on a des passeurs et des joueurs qui ont des lectures de jeu assez faciles. Là, je pense notamment à Tatum, mais surtout Brown, qui a fait, notamment en fin de match, la deuxième mi-temps, il nous a fait un driving kick un peu sorti de l'espace, parce que voilà, il y a tellement d'espace que c'est pas un manipulateur de défense de par son passing qui est génial, mais quand tu as autant d'espace pour opérer, les lectures sont plus simples, donc tu arrives à faire des choses. Donc évidemment, le spacing, la manière qu'a Joe Mazzulla aussi de très bien organiser le terrain. Et donc, on arrive aussi au deuxième point, qui est le match de Jrue Holiday, qui avait déjà été fantastique match 1. On en avait parlé dans notre... sur YouTube, on a fait un top 15 des moments tactiques du match 1. On va essayer de le refaire pour le match 2. Et on avait dans ce top 15 donc le match de connecteur de Jrue Holiday. Et là, de nouveau, on a eu la même chose, presque en mieux, quoi. On a eu un Jrue Holiday qui, pour l'instant, est fabuleux sur cette série. Et j'insiste un peu parce que, comme dit, ça fait un peu partie de cette organisation du terrain, ce spacing, dans le sens où à Boston, on a ce truc un peu bizarre, un peu atypique en tout cas, à 3 points, on met l'intérieur, Porzingis ou alors Ford, ce qui permet d'ailleurs d'éloigner du panier le protecteur de panier adverse, évidemment. Donc le gros est à l'extérieur, et les petits, donc souvent Jrue Holiday ou Derrick White, se trouvent dans ce qu'on appelle le dunker spot, autour du panier. Dunker spot, pourquoi ? Parce que c'est là où d'habitude les gros sont pour faire des catch and finish et en 2 pas faire un dunk. Voilà. Là, à Boston, on a un petit là-dedans. Donc c'est très bien parce que ça permet de mettre dans cette zone un bon passeur déjà, mais surtout, là où c'est très fort de la part de Joe Mazzulla, c'est que c'est aussi un antidote à cette fameuse défense de Dallas. C'est-à-dire que, encore une fois, Dallas aime bien s'aventurer en étant très proactif dans ses rotations même
pré-rotation en amont de l'action, venir aider au panier. C'est tout le but de Dallas. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça peut paraître contre-intuitif. Plutôt que de faire un spacing maximal en mettant tout le monde à 3 points en disant comme ça, l'aide, elle doit venir de plus loin. Finalement, on met quelqu'un un petit dans le dunker spot. Comme ça, non seulement son défenseur qui est autour du panier pour aider, pour faire de la protection de panier, c'est pas Gafford, c'est pas Lively, c'est le défenseur de petit, et donc c'est un petit, Irving par exemple. Et donc c'est pas pareil quand on a Irving qui vient aider au panier sur un drive, ou quand on a Gafford ou Lively, évidemment. Donc premier aspect de pourquoi est-ce qu'on met un petit dans le dunker spot, c'est pour ça, pour que le défenseur du petit, forcément il est aussi petit a priori, donc mauvaise protection de panier. Et puis surtout, là où c'est un schéma anti-défense des Mavs, c'est que ça permet d'avoir une option de passe qui est très simple, en fait. Une option de passe avec un passeur, une cible de passe qui est très proche de l'action. Et donc, quelle est la conséquence? C'est que quand on a ces fameuses rotations en deuxième rideau, quand on a, ou alors même quand on a un 2 contre 1 sur le ballon en fin de drive, parce que Tatum a drivé, ou Jaylen Brown a drivé, et il dépasse son défenseur, et il est réceptionné au panier par quelqu'un d'autre. Bon, c'est très bien, mais le fait d'avoir quelqu'un qui est juste sous le panier, comme je l'idée, ça fait que la lecture du passeur, elle est très facile, là encore. C'est-à-dire que au final, tu as juste à libérer la passe à un mec qui est à 1 mètre. Et ensuite, Holiday, qu'est-ce qu'il peut faire? Ou Derrick White, soit il prend le tir juste au niveau du panier, soit sinon il fait une extra passe vers le corner opposé, où il ressort à 3 points, etc. etc. Donc voilà, ça a été, c'est un point clé de ces finales pour l'instant, c'est cette organisation du terrain qui, quand on regarde sans s'attarder dans le détail, n'a l'air de rien, mais Joe Mazzulla est vraiment excellent là-dessus, sur ce côté, comment est-ce que j'organise ma défense, mon attaque et mon spacing avec donc le gros à 3 points, le petit dans le dunker spot et pas mal de mouvements, quoi. Donc d'un côté, on a parfois des actions très simples dans le périmètre, du genre Tatum qui remonte, qui prend un écran, juste une sortie d'écran sur l'aile avec personne sur l'aile, et donc 2 sur le ballon, je kick out, faire le pick and pop, voilà, très simple. Ou alors, quand c'est pas du spacing maximal, qu'est-ce qu'on fait? On met des petits dans le dunker spot, et comme ça, quand une aide vient, en fait, on a une passe qui est très facile, en fait. Plutôt que de voilà, si Jaylen Brown ou si Tatum, il devait action après action faire des kick-out avec des lectures un peu avancées de je dois pénétrer et ensuite ressortir complètement vers le corner opposé, ou depuis sous le panier, ressortir sur l'aile, etc. C'est plus compliqué. Alors que là, tu leur mets Joe Holiday ou Derrick White sous le panier, ils ont juste à lâcher la balle à un mec qui est à 1 mètre, et à partir de là, on peut exploiter ce décalage, quoi. Donc c'est parfait. Autre ajustement qui a été fait d'ailleurs sur ce match-là, j'ai trouvé, c'est en termes de ciblage. Vous le savez, Boston est une attaque qui cible pas mal de joueurs, en fait. L'identité de Boston, c'est d'aller cibler un tel ou un tel en termes de match-up. Ce qui a beaucoup été fait match 1, on en avait parlé, c'était d'aller cibler notamment les pivots adverses, donc Gafford, mais surtout Lively. Et Dallas a un peu ce schéma de sur l'écran, on switch, comme ça, pas de décalage, et ensuite on est capable de gérer avec quelqu'un sur le ballon plus une aide derrière. Donc ça, d'accord. Et finalement, on avait vu match 1 que ça marchait pas tant que ça, pour le coup. Ça marchait pas tant que ça, ou en tout cas, ça avait des limites. Dallas arrivait plutôt bien à défendre en termes de aide au panier, et puis forcer Tatum à être un passeur plus qu'à être un scoreur, pardon. Et ce qu'ils ont commencé à faire, Boston, fin du match 1, et qu'on a vu beaucoup plus match 2, c'est plutôt que de cibler le gros, on va cibler le petit. C'est-à-dire que plutôt que d'aller chercher Lively et d'essayer d'attaquer Lively, faire un switch dans le périmètre et de l'attaquer sur la mobilité, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des plus petits et on leur shoot par-dessus. Voilà, très, très simplement. Donc la tactique a été beaucoup plus utilisée sur ce match-là. On a vu moins d'attaques du gros et plus d'attaques de certains match-up un peu plus petits, des Irving ou des mecs comme ça. Et pas que d'ailleurs, pas que pour shooter par-dessus la tête. Et parfois juste, je peux avoir un mismatch par rapport au gros, mais je peux aussi avoir un mismatch par rapport au petit, et je peux l'amener au panier, et pareil, déclencher des aides, etc., etc. Donc ça a été pas mal fait. Et en plus, l'avantage, c'est que quand tu as un mec comme Porzingis, même si tu ne cibles pas directement Lively, par exemple, Lively ne peut pas non plus rôder autour du panier. C'est ça aussi, en un sens, la valeur d'un pick and roll où tu vas cibler le pivot adverse, c'est que si tu arrives à l'impliquer sur le ballon et tu arrives à le faire switcher, il est en premier rideau, mais il n'est pas en deuxième rideau. Donc tu as une protection de panier qui est moins bonne, forcément. Mais là, on n'a même pas ce compromis, puisque même quand on ne cible pas Lively, finalement, il est obligé de rester dans le périmètre parce que Porzingis est sur l'aile, Porzingis est dans le corner, et on n'arrive pas trop à l'abandonner, quoi. On ne veut pas l'abandonner, sinon ça déclenche un système driving kick, etc., etc. Et bon, je pense que on avait parlé aussi en preview, mais il y a cet aspect avec Boston qui
qui est un peu paradoxal, peut-être un peu contre-intuitif, mais c'est une attaque qui se base beaucoup sur la recherche du mismatch, un peu comme les Rockets de D'Antoni, un peu que, voilà, comme plein d'équipes. Ce côté, j'ai des porteurs de balles, j'ai un spacing, je vais chercher le mismatch et je vais l'attaquer en isolation. Ok. Mais paradoxalement, et même si ça, c'est leur identité, bah, c'est aussi finalement une équipe qui n'est jamais meilleure que quand elle ne fait pas ça. En tout cas, quand elle ne fait pas ça directement pour finir ses actions. C'est-à-dire que ce que Boston veut faire en termes de ciblage et de mismatch, c'est d'avoir le bon mismatch pour ensuite l'attaquer. Mais en fait, leur rêve ensuite, c'est pas tant que ça d'essayer une isolation un peu compliquée par-dessus le mismatch, parce que bon, ils peuvent, mais c'est moins rentable que ensuite arriver à provoquer des aides pour enchaîner sur du driving kick. Et ensuite, extra pass, mouvement de balle, spacing, 3 points, catch and shoot. Voilà. Donc c'est un peu paradoxal, je dirais peut-être pas jusque-là, mais c'est vrai qu'on a cet aspect où c'est une attaque qui recherche le mismatch, mais contrairement peut-être à Houston de l'époque ou certaines équipes comme ça, ou Doncic parfois, où la vraie force de cette chasse au mismatch, c'est le scoreur face au mismatch. Boston, ils ont des bons scoreurs de mismatch, Brown et Tatum, mais c'est pas élite, c'est plutôt très bon que élite. Et par contre, eux, le rêve de Boston et là où ils sont meilleurs, c'est pas quand ils attaquent l'isolation et les mismatchs directement, c'est quand ils l'attaquent et ils arrivent à provoquer des aides et que la défense en face fait des aides. Et là, ça déclenche tout ce qui est driving kick, je vais toucher la peinture, je extra passe, etc., etc., etc. Et là, sur ce match 2, on a vraiment vu ça. On a vraiment vu, à la base, la recherche du bon match-up pour attaquer. Et comme Dallas, on sait que Dallas, ça va switcher assez facilement pour ensuite protéger derrière. Comme ça, au niveau de l'écran, ça concède aucun décalage. Plus on a une aide derrière qui vient protéger le 1 contre 1. C'est pour ça que le fit est à ce point bon, en fait, entre l'attaque de Boston et la défense de Dallas. Parce que une fois que Tatum il a son mismatch, il attaque, l'aide vient, et hop, ça fait un kick-out, et ça déclenche tous ces systèmes de rotation, extra pass, catch and shoot ouvert, etc., etc. Donc voilà, le fit est parfait, et c'est aussi pour ça que, à mon avis, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que Dallas aide, finalement? Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un truc à creuser là-dessus, en se disant, ok, Tatum et Brown, ils peuvent nous punir, mais est-ce que c'est pas mieux de faire le pari on laisse faire, on laisse des 1 contre 1, et puis on n'aide pas aussi agressivement. Comme ça, ça permet de ne pas déverrouiller tout cet aspect de Boston, où ils sont très bons, de kick-out, extra pass, et puis mouvement de balle, quoi. Et on peut se le dire, mais en fait, la clé là-dedans, c'est que Boston n'attaque pas des match-up de base. C'est pas Tatum qui fait l'isolation contre Derrick Jones Jr., par exemple. Ou c'est pas Jaylen Brown qui fait une isolation contre PJ Washington. Non. Là où la clé dans tout ça, c'est que Boston recherche le mismatch. Et donc, tu peux pas vraiment te dire on va laisser un 1 contre 1 parce que c'est pas un 1 contre 1 qui est censé tenir assez bien face à l'isolation. La clé, elle est là, vraiment, pour moi. C'est que pourquoi est-ce que Mazzulla arrive à faire déclencher ses aides pour ensuite donc les punir avec le jeu de driving kick? C'est parce qu'à la base, il attaque un mismatch. Et donc, forcément, quand tu as Tatum sur Irving, il vaut mieux, en effet, que tu viennes déclencher des aides, quoi. Donc, il y a un peu cette idée simpliste qui tourne de, voilà, il faut les laisser faire, il faut les laisser en 1 contre 1, faut pas déclencher des aides. Et peut-être, mais en même temps, pour expliquer pourquoi est-ce que Dallas vient aider, c'est parce que, voilà, Lively en 1 contre 1, il n'est pas capable de tenir totalement Tatum. Ou Irving de l'autre côté, pareil, de l'autre côté du spectre des défenseurs, pareil. Donc, voilà, ce match 2, pour moi, a été une masterclass là-dessus, sur ce côté spacing, sur le côté organisation du terrain, les petits dans le dunker spot, et puis donc aussi recherche du mismatch, et quand Dallas enclenche des aides en deuxième rideau, ça déclenche tout ce qui est driving kick. Et puis, un autre truc qu'ils ont aussi pas mal fait, c'est donc aller cibler beaucoup plus des petits, mais ce qui était intéressant, c'est d'avoir un partenaire de pick and roll qui était Jrue Holiday. Il y a eu pas mal de pick and roll pour Tatum avec en poseur d'écran Jrue Holiday. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est un profil qui est quand même assez différent de Porzingis ou de Al Horford qui viendrait emmener dans l'action un Lively pour le switch. Et puis voilà, avec Jrue Holiday, on avait un peu cet aspect. On a cet aspect de c'est un meneur de base de formation, on va dire. Mais donc, un peu ce passing, un peu cette intelligence de jeu en termes de compréhension des espaces, etc., etc. Et donc, notamment, on a eu pas mal de fois où c'est un profil qui peut glisser l'écran et se retrouver rapidement dans le dos de la défense, qui peut donc rôder dans le dunker spot quand il faut, qui peut ressortir à 3 points, qui, voilà, en termes
en termes de partenaires de pick and roll, on a eu pas mal de Tatum Holiday, beaucoup plus que sur le match 1. Et donc, ça a permis aussi une autre physionomie de pick and roll aussi, parce que c'est un poseur d'écran qui est aussi un bon passeur dans l'espace, qui est aussi, qui est un arrière de formation. Donc, ça aide aussi. Et donc, ce pick and roll a aussi permis beaucoup plus de jeux un peu plus fluides, d'adaptabilité, et ainsi de suite. Et puis, pour aller côté Dallas, attaque de Dallas, je pense que déjà, on peut citer le fait qu'on est à 25% à 3 points également. Et donc, ok, Boston a très mal shooté, mais malheureusement, Dallas aussi. Donc, ça fait peut-être aussi partie du côté regret pour ce match-là, parce que, comme dit, Boston qui shoot mal, il y a peut-être une occasion, mais si toi aussi tu shootes pas bien à 3 points, bah c'est dommage, quoi. Surtout que la différence aussi, c'est que Boston, ils ont shooté très mal à 3 points, mais ils en ont pris des tonnes, en fait. Donc forcément, je crois que c'est la moitié quasiment, 44-45% des tirs de Boston, c'est 3 points, contre un pourcentage, une portion beaucoup plus faible pour Dallas. Donc forcément, si les deux sont au même niveau d'efficacité, mais que Boston a pris plus de ces tirs qui rapportent plus, bah ouais, ça aide aussi à gagner, à empiler plus de points, forcément. Mais il y a aussi un aspect avec Dallas où on est un peu moins surpris peut-être, ou en tout cas c'est un peu moins un trou d'air, on va dire, pour Dallas que ça peut être pour Boston. Le problème, c'est que ça fait quand même 2 matchs, qu'on a une non-réussite totale à 3 points, donc c'est quand même largement problématique. Mais en même temps, je dois dire que au niveau des playoffs, je m'attendais un peu plus à ce genre de sortie, peut-être pas à tous les matchs, mais un peu plus fréquemment que ce qu'on a eu au niveau de la réussite à 3 points, parce que en effet, on n'a pas non plus des shooters d'élite à Dallas. On a des shooters qui sont moyens, en tout cas des shooters corrects, capables de prendre feu, entre guillemets, comme d'ailleurs ils l'ont fait, parfois Washington ou Derrick Jones Jr., ok, mais qui, d'un point de vue probabiliste, on préfère eux les laisser shooter pour mieux défendre les autres. Et bon, je vais pas refaire le laïus qu'on a fait au match 1, mais en effet, ne vous faites pas avoir par le côté Boston laisse scorer Doncic en 1 contre 1 et puis ferme tout le reste, et c'est comme ça qu'on arrive à stopper Dallas. Non, on a vraiment des aides. Ça dépend des match-ups. Il y a notamment les match-ups Jaylen Brown ou Tatum. Là, sur ce match 2, on a eu Tatum qui a été beaucoup ciblé par Doncic plutôt que d'aller attaquer du Al Horford. C'était un ajustement qui a été fait, c'est que plutôt que d'aller cibler le gros Al Horford et de prendre un pull-up qui était un peu inefficace par-dessus, parce qu'on peut pas aller au panier parce qu'il y a une aide derrière, on a beaucoup ciblé Tatum. Et ce qu'a fait Boston au début, c'est justement de ne pas apporter d'aide. Donc le match-up Jaylen Brown et le match-up Tatum, a priori, on n'apporte pas trop d'aide parce que c'est un match-up qui est correct, on va dire, sur le papier. Par contre, c'est vrai que dès qu'on a un switch, dès qu'on a un petit, donc Sam Hauser ou Peyton Pritchard, dès qu'on a Porzingis ou Al Horford, oui, on quadrille le terrain, on met des aides derrière, on met des stunts un peu autour et on protège. Mais donc, ce match-là, plutôt que de chercher le switch à Horford et de voir que non, on peut pas aller au panier parce que Boston, vu que c'est un switch, ils aident derrière, qu'est-ce qu'on fait ? Doncic a beaucoup plus ciblé Tatum en début de match, et on a vu un peu ce côté, je peux aller sur mes spots un peu à volonté, quoi. Un peu ce qu'on avait décortiqué en preview notamment, et ce qu'on avait dit en preview, c'est cet aspect de premier rideau défensif et le fait que Boston n'a pas forcément un mec hyper costaud capable de repousser à lui seul Doncic sur ce côté physique. Et en effet, on a eu d'abord des schémas où Dallas allait chercher Tatum un peu pour le titiller, un peu pour le fatiguer, un peu pour tester les fautes, et puis aussi parce que Doncic arrivait à aller sur ses spots grâce à ça. Après, on a eu ajustement, évidemment, côté Boston, petit à petit, on a fait venir de plus en plus d'aide pour justement stopper. Et donc, pardon, fin de la parenthèse, mais pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est que oui, Boston aide largement sur Doncic et sur Irving. Faut pas penser qu'on laisse en 1 contre 1 et qu'on se dit, on va couper le playmaking comme ça. Non, pas du tout. Donc j'ai dit que je ne referais pas le laïus, mais je l'ai refait. Mais pareil, notamment Irving, je sais qu'il y a une très très bonne action défensive de Jaylen Brown qui a tourné en défense d'isolation sur Irving. Bon, regardez la possession, en l'occurrence, il y a notamment Sam Hauser qui est dans le gap, qui est en pré-rotation et qui bouge totalement la main droite de Irving, ce qui fait que c'est pas un 1 contre 1 totalement normal, et c'est pas autant d'espace qu'on voudrait pour aller soit à droite, soit à gauche, soit au pull-up, etc. quoi. Donc bref, il y a des aides, et donc pour retomber sur l'aspect du 3 points, c'est vrai que le pari est gagnant. Le pari est largement gagnant côté Boston, parce que on vient aider, on laisse ouvert des shooters à 3 points, et pour l'instant, on est très simplement sur un shot-making qui est absent, et c'est ce qui fait totalement le jeu de Boston, en fait. On préfère largement concéder des 3 points à Derrick Jones Jr., à Josh Green, à PJ Washington, plutôt que des lignes de drive un peu à Irving et à Doncic, en fait.
C'est assez basique, avec en plus, encore une fois, je vais pas le refaire, mais ce jeu des match-up aussi, où on met Porzingis sur, non pas sur Lively ou Gafford, mais sur un autre. Et donc, ce qui fait que Dallas a le choix de soit on cible Porzingis, mais sans un bon partenaire de pick and roll, soit l'inverse. Et en effet, pour l'instant, le pick and roll de Dallas est complètement neutralisé. Grâce à ça, grâce à ce jeu de match-up, pas mal de fois, on a vu que Doncic subissait des 2 contre 1 sur pick and roll. Pourquoi ? Parce que le partenaire de pick and roll, le poseur d'écran qui permet d'impliquer Porzingis, c'est Jones Jr. Sauf que Jones, il n'a pas le pick and pop, en tout cas pas trop sur cette série, il les prend pas, il n'a pas non plus le pick and roll. On a vu aussi au match 1 que quand il allait au panier, non seulement il n'a pas les centimètres pour la verticalité de lob, et en plus, même quand il attrape la balle et qu'on lui donne la balle sous le panier, il n'a pas non plus les centimètres pour faire du catch and finish un peu classique, comme un vrai grand pourrait le faire, et Porzingis peut un peu faire jouer sa longueur. Donc voilà, pour l'instant, le pick and roll est totalement neutralisé côté Dallas. Donc il y a cet aspect-là, et surtout les 3 points qui n'aident pas du tout. Je trouve que là où c'est dommage, c'est que Dallas fait un peu battre sur tout ce qui est justement un peu transition. Là où Boston arrive à créer pas mal de bonnes situations et de points faciles, Dallas, ce serait un peu à eux à faire ça. Et pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Encore beaucoup de déchets sur de la transition. C'est un peu dommage. Et puis, il y a aussi au-delà de ce truc des 3 points, qui finalement, je pense qu'il va y avoir un match à Dallas où ça va rentrer d'un coup. On va avoir un match de 3 ou 4 avec 45% à 3 points, et puis ils vont gagner de plus 15, quoi. Mais, mais est-ce que sur la totalité de la série, ils vont arriver à rééquilibrer et à mettre assez de 3 points ? C'est un peu la question. C'est la question qu'on avait tous les playoffs, qui pour l'instant a été répondue favorablement par Dallas contre OKC, contre les Wolves. Là, pour l'instant, ça rentre pas. Après, c'est vrai qu'il y a aussi un aspect, 2 autres aspects au-delà de ce 3 points et du manque de spacing, mais qu'on pouvait un peu prévoir, avec Dallas qui n'a pas des shooters parfaits, et donc Boston qui les abandonne. Mais après, il y a 2 éléments qui est le niveau de jeu un peu individuel, notamment des stars, mais pas que, un peu tout le monde. Mais notamment des stars, c'est Irving qui fait pas du tout une bonne série pour l'instant. C'est un peu dommage parce qu'en début de match, ça semblait être beaucoup mieux. Mais voilà, il y a aussi un aspect de, comme Boston quadrille bien le terrain, finalement, il n'a pas tant que ça de les fameuses paint touches, les touches dans la peinture. Il y a quand même beaucoup de pull-up, et le problème, c'est que quand ces pull-up, comme actuellement, ne rentrent pas, on a une mauvaise version de Irving, quoi. Qui, en plus des pull-ups qui rentrent pas, il y a des turnovers non forcés, encore une fois, des turnovers un peu évitables, pas du tout forcés par la défense, donc ça va pas. Et puis même Doncic, ça dépend un peu des fois, mais Doncic, à la limite, il fait quand même son job, on va dire. Donc ça, c'est bien. Donc il y a le niveau de jeu des joueurs que je trouve pas génial, pour le coup. De l'autre côté, il y a aussi un manque de créativité tactique, je trouve, dans le sens où on en a déjà parlé, mais il y a quand même quelques ajustements possibles. Pourtant, on n'a pas vu de Spain pick and roll avant le 4e quart-temps. Il y a eu un Spain pick and roll en retour de temps mort, mais sauf qu'il restait 3 minutes, quoi. Et même face au switch, je pense que ça vaudrait le coup de dérouler ce genre d'action, même face à des switches, parce que il peut y avoir quand même de la confusion, des erreurs par-ci par-là. Voilà, malgré le switch et le changement sur les écrans, tu peux quand même tester ce genre de système, et au pire, tu retombes sur de la chasse au mismatch, ok, mais au moins tu peux tester, quoi. Et ça n'a pas trop été testé, ça n'a pas trop été fait, les écrans placés très haut qui permettraient d'attaquer dans le dos, même face à un switch ou même face à un drop, beaucoup d'espace dans le dos du défenseur, donc ça n'a pas trop été fait. Voilà, je trouve que pour le coup, je suis pas hyper fan du coaching de Kidd, là pour l'instant. En termes de créativité tactique, ça manque. Pour l'instant, on est sur un plan de jeu très simple, et presque un peu trop simple, de juste on donne le ballon à Irving ou Doncic et on va cibler un tel ou un tel, et puis voilà, quoi. Mais sauf que c'est peut-être un peu mal fait. On va pas détailler tel ou tel système ici en audio et sans la vidéo, mais ça manque un peu plus de complexité, ça manque un peu plus de variété, je trouve, et de mettre tel joueur à tel endroit, de pour cette raison, etc. Je sais qu'il y a notamment Maxi Kleber, on l'avait souligné comme un point important de la série. Là, il est rentré. Le problème, c'est que pareil, on le met dans le corner et on fait driver Irving vers ce corner, comme ça, quand il y a une aide, il y a une passe facile, mais sauf que il manque totalement le 3 points. Et puis derrière, pareil, on fait un pick and pop sur un empty side l'action d'après, comme ça, en gros, on libère un pick and pop contre Porzingis, et puis personne peut venir aider parce que c'est un empty side, donc il n'y a personne autour, sauf que pareil, il ne met pas le 3 points, quoi. Et donc Kleber qui peut être une clé avec son pick and pop, n'a pas été bon en attaque, donc ça n'est pas non plus, évidemment. Donc voilà, il y a pas mal de petits trucs comme ça, un peu dommage. Je trouve aussi que on n'a peut-être pas assez eu de ce que j'appelle c'est pas moi, mais ce qu'on appelle le bully ball de la part de Washington, PJ Washington, sur qui on met certains match-up parfois du genre Peyton Pritchard ou des mecs comme ça, ou Derrick White aussi, pour des raisons de switch. On met Derrick White sur Washington, comme ça quand il y a un switch,
ça permet d'avoir un tel ou tel joueur sur le ballon. Bref, mais sauf que Dallas peut faire un contre-move en disant si tu mets Derrick White, Washington il va pas opposer l'écran, il va t'attaquer frontalement quoi. Et ça je trouve qu'on a peut-être pas assez eu. Voilà, je trouve que globalement, à la fois la tactique et le niveau des joueurs aussi est pas top. Donc c'est un peu dommage. Manque de spacing, manque de star power, de force de frappe offensive de Dallas, et puis du coup manque de tout en fait. 3 points, tactique et star power. C'est un peu les 3 éléments d'une attaque et notamment de celle de Dallas, et donc quand ça bloque, il reste pas grand chose quoi. Et donc on est de nouveau sur une performance j'ai pas le score final en tête, mais ils sont encore une fois en dessous des 100 points je crois, et autour des 90 points si je ne dis pas de bêtises non plus. Bref, j'avais un peu commencé ma preview en disant de toute façon Doncic et Dallas vont scorer, donc la clé ce sera de l'autre côté du terrain. Pour l'instant, j'avais tout faux. J'avais tout faux, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que Dallas s'en sort plutôt pas mal défensivement, mais par contre, l'attaque est assez cata, quoi. Et elle est cata parce que Boston et Mazzulla arrivent à dicter un peu ce jeu du pick and roll avec les match-ups, et donc on t'empêche de dérouler ton attaque avec le pick and roll 1-5, même si moi je pense que ça vaudrait le coup d'insister tout de même si c'est pas face à Porzingis ou Horford, ça peut le faire. Mais voilà, Boston est un peu en train de gagner cette bataille-là parce que tactiquement, ça freine un peu les actions. Et puis, en plus, les 3 points sont pas marqués, donc t'es pas puni en plus, quoi. Donc voilà, c'est à mon avis, si la série doit se prolonger, il faudra quand même des performances autres que les 2 qu'on a eu actuellement, qui sont 25% à 3 points. Donc voilà. Plein de petites erreurs aussi, beaucoup de turnovers sur ce match-là aussi. On sait que Dallas a cette proportion parfois à perdre beaucoup de ballons. Là, en l'occurrence, encore une fois, ils en ont perdu beaucoup. Et comme dit, ce qui est dommage, c'est que beaucoup de non forcés. Un peu dommage pour la transition. Ils ont une fréquence de transition qui est famélique encore sur ce match-là. 8e centile. 8e centile, donc à peine mieux que 8% de tous les autres matchs NBA de cette saison. C'est extrêmement peu. Ils n'arrivent pas à accélérer, alors que de l'autre côté, Boston, eux, arrivent à accélérer, à créer des actions faciles. Et puis, autre stat marquante aussi, le 6% de fréquence de tir dans les corners. On l'a déjà dit, mais Dallas est quand même une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure, pour arriver à libérer des 3 points, et notamment donc dans les corners, de par la pression qui est mise sur Doncic, et donc ça libère extra passe, corner, le fait de casser une défense. Là, 2e match d'affilée où Boston arrive totalement à priver Dallas de tir dans les corners, et donc le résultat est quand même assez impressionnant, et de nouveau, on a Dallas qui ne met pas de points. Dallas qui est maintenu à moins de 100 points sur ce match-là. Donc voilà, voilà un peu, on va pas trop détailler non plus, parce qu'on a déjà dit pas mal d'éléments sur le match 1, mais c'est un peu les 3 éléments pour moi. C'est le manque de réussite à 3 points, le manque de cassage de défense en fait, le manque de tactique qui marche, le manque de pick and roll, le manque de drive-in kick, etc. Et puis le niveau des joueurs. Le niveau des joueurs, notamment des stars, Irving, mais aussi parfois des role-players. Je pense qu'on peut faire plus. Je pense que j'avais listé sur Twitter les ajustements possibles en termes de système. Ça n'a pas trop été fait. Les role-players qui doivent marquer, ils ne marquent pas. Bref, c'est un peu problématique, et donc c'est comme ça que Boston est arrivé à prendre une avance de 2-0 dans ses finales. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour ce petit react, on va pas se plaindre, pour une fois on fait assez court, pour le coup c'est rare peut-être des épisodes du lab comme ça, mais en même temps pas des tonnes de trucs à dire, très différents du match 1, donc voilà pour les quelques petits ajustements, et on espère que le match 3 on aura un react un peu plus costaud en détaillant tout ce que Dallas a fait de bien pour revenir dans la série. Non pas que je sois pro Dallas, mais je suis pro finale NBA légendaire. J'aime bien ça, donc j'espère que Dallas va rebondir. Bref, voici pour cet épisode assez court de React. Restez branchés aussi pour du YouTube, pour du décortiquage vidéo, ça va venir sans aucun doute. Et donc nous on se retrouve bientôt. On se retrouve en podcast bientôt, sans doute pour le match 3. Et donc sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.